Bienvenue sur le podcast Vie ta meilleure vie, le podcast qui te met un coup de pied au derrière pour que tu passes à l'action pour créer ta version de ta meilleure vie. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on a envie de se détendre et pas de se creuser les méninges. Alors je vous propose pour tout le mois d'août des rediffusions d'interviews avec des invités vraiment très particuliers de la saison 1, des invités qui ont beaucoup inspiré tous les auditeurs et que vous avez particulièrement apprécié. Alors accrochez votre ceinture, mettez votre crème solaire et étalez-vous dans le hamac. C'est parti, vous allez être inspirés. Merci d'être venu. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où tu es pour que les auditeurs puissent comprendre un petit peu le contexte? Déjà, tu as vu, je suis en pleine nuit. Oui. Ça peut déjà donner un indice qu'on n'est pas du tout au même endroit. Alors, je suis actuellement en Polynésie française. Je suis à Rangiroa. Donc, c'est un atoll qui est au nord-est de Tahiti. Et voilà. On se balade par là en famille cet été. Magnifique. Ben, je crois que c'est l'interview avec lequel j'ai le plus de décalage. Je pense qu'on a 12 heures de décalage, donc c'est vraiment incroyable. Alors, moi, j'ai 12 heures avec la France, ouais. Ah, avec la France, ok. Ouais. Oui, c'est vrai. Marie, est-ce que tu peux décrire à quoi ressemble ta meilleure vie? Quels sont les ingrédients? Parce que tu as une vie incroyable, tu voyages aux quatre coins du monde avec ta famille, tu embarques tout le monde. Il t'arrive aussi des mésaventures, hein, il y a quelques jours, on va en parler. Mais du coup, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est ta meilleure vie? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je travaille principalement dans le domaine du comportement animal. Ça a toujours été ma passion depuis toute gamine. Donc déjà, on va dire que c'est le premier ingrédient, c'est de faire un métier que j'adore et que j'ai modulé ces dernières années. Ça s'adapte vraiment à mes différents objectifs, mes différents rêves, vraiment mon mode de vie idéal. C'est-à-dire notamment comme on fait là. Donc on est effectivement, ça fait un peu plus de 2 mois maintenant qu'on est en Polynésie et il nous reste un peu plus de 3 semaines, donc quasiment 3 mois de déplacement, tout en travaillant. Donc ça, pour moi, c'est un des ingrédients principaux. Pouvoir travailler de partout. Tout en gardant régulièrement quand même du contact avec mes élèves, des stages, des conférences, etc. Mais pouvoir, évidemment, ça demande un petit peu d'organisation. Je dirais pas que je fais ça du jour au lendemain, sauf que comme tu l'as dit, je suis en famille, donc il y a les 2 enfants aussi, donc ça s'organise. Mais voilà, ça, c'est vraiment le principal, c'est pouvoir travailler d'où je veux, décider de travailler à minuit parce que j'ai une fulgurance et que j'ai envie de bosser pendant 4 heures parce que j'ai super envie de travailler là-dessus, pouvoir bosser le dimanche parce que ça me convient ou pas du tout parce que j'ai un truc à faire. Enfin voilà, ça pour moi, c'est vraiment le principal, on va dire. Cette liberté-là d'horaire, cette liberté de pouvoir passer du temps avec mes enfants, de m'organiser vraiment à mon rythme. Voilà, c'est le numéro 1. Magnifique. Donc, liberté et métier passion. Tu as réussi à combiner ça. Alors, pour toutes les jeunes mamans comme moi, mais comment tu fais avec 2 enfants en bas âge pour te dire, allez, on part 3 mois, on va sur les îles, les enfants, on va aller s'amuser sur les plages. Comment tu fais? Eh bien, écoute, je vais pas te mentir, tout à l'heure, j'ai hésité à les jeter au requin, mais il paraît que ça n'est pas légal, donc j'ai dû me retenir. Non, on va pas se mentir, c'est pas tout le temps tout rose. On se réveille pas avec joie et bonne humeur. Déjà, je me réveille jamais avec joie et bonne humeur parce que déjà de base, je ne suis pas du matin et je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait des enfants. C'est une très mauvaise idée. Donc eux se lèvent en moyenne à 6h du mat. Donc déjà ça craint. Et puis comme je te disais tout à l'heure, moi j'adore travailler la nuit, tu vois. C'est très dommage pour moi. Donc on s'adapte, on se fixe des priorités, on se fixe des choses qui sont importantes pour nous et puis après on s'organise pour que ça passe le mieux possible en faisant effectivement des compromis. Du genre se lever. D'accord. Ok. Et du coup, en fait, est-ce que tu as toujours rêvé de faire ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'était vraiment un rêve d'enfant de se dire je veux travailler avec les animaux? Et est-ce que tu peux nous amener à comment tu en es arrivé là? Parce que j'imagine, c'est une supposition, que tu as cherché quand même un petit temps avant de trouver cette formule idéale. Donc, est-ce que c'était un rêve d'enfant? Alors, travailler avec des animaux, oui, ça a toujours été. Ma maman me racontait que même petite, j'avais 4, 5, 6 ans, je dessinais les animaux de mon jardin. Enfin voilà, c'était déjà clair que je voulais bosser avec les animaux. De toute façon, moi, c'était soit les animaux, soit je voulais être pirate. C'était un peu compliqué. Ah oui, ok. J'ai aussi tenté de vouloir être sirène et on m'a dit que c'était un peu chaud. Donc bref, une fois sortie en fait de ces personnages, tu sais que sirène, quand même, c'est un métier aujourd'hui. Eh ben oui, mais alors figure-toi qu'il y a 38 ans, peu quand même, c'était moins connu. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a même des formations. Mais j'y réfléchirai peut-être ultérieurement, on ne sait pas. Je peux encore retenter une reconversion
un peu Mais, plus tard. mais quelque part, tu le fais en fait aujourd'hui justement avec toute ta C'est vrai. plongée et compagnie. Ouais, C'est une ouais, forme de sirène. Alors, t'as pas la queue ouais. et les paillettes, mais Ouais, ouais. ça peut se négocier. Ouais, bah, c'est vrai que ça, c'était aussi, bah, vraiment là, je renoue beaucoup avec mes rêves d'enfant. Ça a été Ouais. une grosse partie de toute ma démarche ces dernières années. C'est aussi de faire le point, de se dire, OK, moi, je rêvais de travailler avec les animaux. Effectivement, je travaille avec des animaux, super. Et encore, ça a été, comme tu le disais, ça n'a pas été linéaire parce que ça a Mhm. été compliqué de trouver la bonne formule, de faire les bonnes formations aussi, de trouver le mode de vie qui me convenait. Et puis après, exactement comme tu l'as évoqué, il y a eu la naissance des enfants, ça a tout chamboulé. Je me suis chamboulée plusieurs fois au cours de ma vie, hein, il y a évidemment eu plein de moments très très difficiles, plein d'énormes remises en question et voilà. Mais tout ça, ça a pris le temps. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur moi, énormément. Donc ça, Ouais. c'est vraiment la naissance de mes enfants qui m'a mis, j'allais dire face à un mur. Non, j'ai plutôt envie de dire face à un miroir. Donc il a Ouais. vraiment fallu que voilà que je sois très au clair sur ce que je voulais leur transmettre, mais aussi sur moi-même. Donc Mhm. comment est-ce que j'avais envie de continuer ma vie finalement, quel modèle j'avais envie de donner, qu'est-ce qui était important pour moi, voilà. Donc ça a été un gros travail, beaucoup de développement personnel, beaucoup de formations différentes. Et puis Ok. pourquoi est-ce que je viens de parler? Oui, parce qu'on parlait de l'apnée, des sirènes, c'est ça, tout est lié. Ouais. Et en fait, ça a été ça aussi, à te dire, ok, tu te voyais comment quand tu étais petite. Et donc moi, je me Ouais. rappelais petite, bah, je me voyais sur un bateau de pirate à parcour le monde, à aller Ok. étudier les animaux comme Darwin aux îles Galapagos, à plonger dans l'eau pour parler avec les baleines. Enfin voilà, moi c'était ça mon kiff, quoi. Ouais. Donc voilà, donc je le fais pas exactement comme ça, mais aujourd'hui finalement, je suis allée voir des requins en bateau et, et ils ont été vachement étudiés déjà, mais c'est pas grave, mais j'étais très contente quand même. Je ne suis Ouais. pas tout à fait Darwin sur des îles vierges, mais voilà, effectivement, aujourd'hui, je combine un petit peu les différents éléments du puzzle de mes rêves d'enfant. Ouais. Waouh, ok. Et alors, donc, enfant, tu rêvais tout ça, tu rêvais d'être pirate, d'être sirène, de travailler avec les animaux. Et ensuite, Oui. comment ça s'est passé? C'est-à-dire que tu as directement pris une voie qui était en lien avec ça ou comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'était pas évident parce que clairement, c'est pas vraiment un kiff familial. Déjà les Ouais, animaux, mais en plus sortir aussi. En fait, bon, il y a eu évidemment plein d'étapes dans ma vie, mais au tout début, je voulais travailler vraiment avec des cétacés, des mammifères marins. ok. Et là, en fait, ben, je me suis laissée influencer. C'est-à-dire que j'ai écrit à vachement de gens. C'est l'époque où on s'écrivait des lettres. Non, non, je n'ai Avec pas du papier? 75 ans, hein, mais oui, c'est ça, avec du papier, mon plus beau stylo. Donc, je les ai encore, hein, certaines des lettres que j'ai reçues. Waouh. Donc, j'avais, ouais, on va dire entre 8 et 12 ans à peu près. Et donc, j'écrivais des lettres à des membres de l'équipe Cousteau, à des gens qui allaient étudier les Oh, orques au génial. Ouais. Canada. Enfin, voilà. Donc, c'est des échanges que j'ai gardés. Et en fait, tous ces gens-là, et je leur jette pas du tout la pierre, ça a été une super belle expérience, mais tout le monde m'a dit, vraiment, tu te rends pas compte, c'est un métier touché, c'est extrêmement compliqué, voilà. Et donc, j'ai été un petit peu bloquée là-dessus en me disant, bah voilà, c'est pas pour moi, pour aller étudier les mammifères marins, c'est pas raisonnable. Mhm. Ensuite, j'ai découvert les chevaux, et donc là, pareil, grosse passion, génial, bah là, c'est parti, je fonce, des animaux, hop là, go, et c'est fait pour. Mais je suis montée à cheval depuis 3 mois, je crois, quand j'ai décidé que j'en ferais mon travail. Ouais. C'était clair et Ok. net, donc j'avais une quinzaine d'années à ce moment-là. Et là, bah, j'étais un petit peu plus près de la majorité. Donc, quand mes parents me disaient non, j'étais un peu plus dans le ouais, attends, tu vas voir. Bon. Effectivement, c'est à peu près ce qui s'est passé, sauf que ça s'est pas fait à 18 ans pile poil, parce qu'il y avait quand même la pression, bah, ne serait-ce que financière, c'est-à-dire que bah, Mhm. partir, par exemple en France, faire un BPGEPS pour devenir moniteur d'équitation, ça coûte une blinde, pour être poli, Mhm. et c'est quand même un changement de vie, c'est particulier. Bon, mes parents finançaient pas ça, clairement. Donc j'ai commencé par des études classiques, j'ai fait un bac littéraire, ensuite je suis partie en Hippocagne. Ok. Hippocagne Rien que à j'avais. voir. Mais pas du tout en fait. Bah, en fait, alors moi j'adore lire, j'adore écrire, voilà, Ok. c'est une de mes passions. Et du coup, bah, les lettres, ça me passionnait, la littérature Ok. aussi, bah go, pourquoi pas. J'avais de très bonnes notes, j'étais très scolaire, ce qui en fait m'a entre guillemets desservi, parce que comme j'avais toutes ces Ouais. facilités-là, je pense que, et je le comprends aujourd'hui en tant que maman quelque part, je pense que pour mes parents, c'était pas très logique que je parte faire Ouais. quelque chose d'alternatif, quoi. Si tu t'en sors super Ouais. bien à l'école, t'as pas de problème, fais un truc entre guillemets Classique. qui rentre Ouais. bien, quoi. Ouais, ouais. Ouais. J'ai même envie de dire classe parce que c'était un peu Ouais. l'image que ça donnait. Donc j'ai fait Hippocagne, sauf que bah pareil, dès les premières semaines, je me rentre. J'ai 8 ans, hein, j'ai envie surtout d'aller boire un verre et de faire la fête, et je me rends très vite compte que de toute façon là, bah, le problème c'est que j'étais que avec des premiers de la classe. Donc Ok. pour continuer à ce que ça se passe bien, il allait falloir que je travaille. Mais sauf que en gros le sucre qu'on me mettait au du nez, c'était un Mhm. métier qui me plaisait pas du tout. Et Ouais, c'était une ok. vie qui m'attirait pas du tout. Et je me suis dit, non, mais ça faire, c'est pas possible. Moi, j'ai pas du tout envie de vivre comme ça. Je savais Mhm. déjà, alors ça, depuis petite, que je travaillerais jamais pour personne. C'était pas possible. D'accord, ok. Ça, Mais c'est c'était, marrant, donc tu étais un peu une rebelle dans l'âme tout en étant très bon élève. Mais c'est ça, en fait. Ouais, il y avait Ok. vraiment un côté très, très dichotomique, très, très bizarre, on va dire, chez moi, parce Ouais. que
les gens, souvent, quand ils me parlaient, ils disaient « Ah, mais j'aurais jamais pensé ça de toi ». Même mes amis de l'époque, quoi. Pour eux, c'était complètement bizarroïde de se dire « Mais qu'est-ce qu'elle veut ?» Je me rappelle, par exemple, une discussion quand j'étais en Hippocagne, et moi, mon kiff, et c'est toujours mon kiff, c'est 20 ans plus tard, voilà, c'est la littérature fantasy. J'adore ça m'éclate. Et donc, je lisais ça entre les cours. Et je me rappelle d'une nana de ma classe qui m'avait dit « Mais comment tu oses lire ça et faire des lettres classiques, quoi ?» On va se détendre. Et donc, j'avais l'impression d'être genre elle lit des mangas et de la littérature, elle fait des études. Enfin, bref. Donc, on va dire que c'était pas un milieu qui me correspondait de fin. Et donc là, je me disais, ok, bon, alors moi j'aime les animaux, donc mais bon, c'est mort, parce que j'étais bloquée là-dedans. J'étais bloquée dans le si mes parents financent pas, je peux pas y arriver par moi. J'ai pas la capacité d'y arriver. Donc finalement, je me laissais un peu guider aussi. Donc les animaux, c'était mort. Il me restait donc les lettres, qui me passionnaient, et les voyages. Bon, Hippocagne, vraiment, c'est pas possible. Donc à la fin de l'année, il va falloir autre chose à faire. Et donc là, je pars faire des relations internationales à Genève. D'accord, ok. En fait, il y avait international et je trouvais ça cool parce que c'est voyage. Oui, c'est ça. Quand on aime le voyage, on cherche un diplôme avec international dedans. C'est exactement ça. Mais là, c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai absolument aucun problème avec mes notes, tout va très bien. Je vais en cours quand j'ai le temps, mais réussis les examens haut la main, j'ai pas de souci. Mais je me rends vite compte que ça va pas le faire. Et plus je rencontre des gens, en fait, qui ont fait ça, qui sont adultes, j'ai envie de dire, plus, qui ont 5, 10, 15 ans d'expérience dans ces domaines-là, plus je me dis, non, déjà, faut quelqu'un. Donc déjà, je vais avoir en foutre le feu, ça va être terrible. On va pas s'entendre, c'est possible. Donc voilà, et je me disais, ça craint, qu'est-ce que je vais faire? J'étais vraiment perdue, en fait, entre ce que j'avais envie de faire au fond de moi, le fait de dire, je vais, de toute façon, à un moment donné, je vais tout cramer, dans tous les sens du terme, et je vais faire ce que je veux, et les mois qui passent. Et là, ça se finit pas très bien, parce qu'effectivement, j'implose, en fait, je craque. Donc là, je fais une tentative de suicide, la première. D'accord, ok. Et là, c'est vraiment l'aide donc je finis à l'hôpital, j'allais dire enfermée, oui, un peu quand même, à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Et là, il y a eu vraiment toute l'équipe soignante, en fait, ils m'ont dit, il faut absolument, là, maintenant, que tu fasses ce que tu veux faire. Parce que tu es en train d'imploser, en fait. Tu es déchiré entre ce que tu penses devoir faire et ce que tu veux vraiment faire. Et je pense que ça a été le premier déclic, quoi. Ok. Et donc, cet événement-là, c'était vraiment ton appel à l'aide pour dire, là, je vais droit dans le mur, en fait. Tu te sentais complètement fermée ou... En fait, moi, vraiment, en tout cas à l'époque, je ne le voyais pas du tout comme un appel à l'aide, je le voyais vraiment comme mon cerveau, ce qui se passe dans ma tête, tout. Alors on a mis des mots depuis dessus, mais tout ce qui se passe dans ma tête, toutes mes envies d'ailleurs, mes envies d'être différente, mes envies de tout faire péter, mes envies de faire ce que je veux, en fait, simplement, avec beaucoup de respect pour les autres. C'est pas du tout, c'était pas dans le sens c'est moi contre les autres, mais en tout cas c'était moi pour moi. Tout ça, en fait, c'était pas du tout compatible avec toutes les options que je voyais. Et j'en voyais très peu, on va pas se mentir. D'accord. Et en fait, je me disais simplement que le monde dans lequel j'évoluais était pas du tout fait pour moi. Je voyais pas d'issue. Je voyais pas de truc qui me faisait rêver, quoi. Je me disais, là, c'est pas possible. Ce que je veux faire n'est pas possible et donc ça va pas le faire. Donc, ça sert à rien de continuer, ok. Ouais, exactement. Et t'avais personne, par exemple, dans ton entourage ou des exemples ou même, tu vois, de se dire, tu sais quoi, tu vois, tu prends un mentor virtuel, quoi, ou te dire, regarde, Cousteau, par exemple. Lui, il y est arrivé, il fait un truc qui kiffe. Est-ce que t'avais rien comme ça qui essayait de te mettre une lumière ou, tu vois, un truc qui te donnait de l'espoir, quoi? C'était, non, à ce moment-là, pas du tout. À ce moment-là, c'était 2006, donc j'avais 22 ans. Moi, ce que je voyais autour de moi, c'était surtout des gens qui gonflaient, qui n'étaient pas heureux dans leur vie, des gens qui faisaient des études parce qu'on leur avait dit qu'il fallait les faire, des gens qui avaient fait des fois 8-9 ans d'études, boulot qu'ils avaient, où ils étaient mal payés, pour avoir une semaine de vacances dans l'année ou 2. Enfin, pour moi, c'était vraiment un cauchemar, quoi. C'était à aucun moment je voulais rentrer là-dedans. Et voilà. Et du coup, ça après, peut-être que la même situation, avec plus d'années de recul, je réagirais pas. Évidemment, je réagis aujourd'hui. Mais c'est un ensemble de facteurs qui ont fait que ça pouvait pas marcher, quoi. Et comment ton entourage a réagi? Est-ce que ça a été au pétard? Enfin, ils se sont pas rendus compte, en fait, que la situation, elle était vraiment à ce point-là, dans le sens, si tu es prête à arrêter, c'est que vraiment ta vie, là, c'est le contraire de vivre sa meilleure vie. Tu vivais ta pire vie. Ouais, complètement. Mais ce qui est très, tu vois, je suis pas encore tout à fait à l'aise avec ça. Pourtant, ça commence à faire un moment, parce que je me dis, c'est bon, quoi. T'avais un appart, t'étais à Genève, t'étais entouré, tu pouvais faire la fête si tu voulais. Enfin, finalement, je faisais pas du pas très bien dans ma peau. Mais c'était très compliqué. Par contre, la grande chance que j'ai eue à cette époque-là, c'était mon conjoint, qui est devenu mon mari d'ailleurs, et qui lui, je pense, ne
ne voyaient pas les choses comme moi. Et d'ailleurs, bon, ça, c'était déjà une de mes grosses douleurs à l'époque, c'est de dire personne voit les choses comme moi. En fait, c'est très compliqué pour moi, parce que j'ai l'impression d'avoir des envies, des aspirations et une perception du monde que les autres n'ont pas. Je me rends compte aujourd'hui que c'est pas vrai. Il y en a plein de gens qui pensent comme moi. Et en tout cas, à l'époque, je me suis très perdue. Mais lui, il a été là vraiment de A à Z pendant toute cette période-là. Et c'était un peu, je ne suis pas sûre de comprendre ce que tu veux, mais en tout cas, je suis là pour toi. Et voilà, et c'est clairement le pilier qui m'a permis de sortir la tête de l'eau. Parce qu'après, ça a replongé. Ça a quand même duré des mois. J'ai été sous médicaments pendant 2 ans pour me stabiliser au maximum. Donc ça a été long. J'ai refait après. Enfin, ça a été. Ça a été un long pénible. processus. Ouais. Ça a été. Petit rappel, si le podcast vous plaît, je vous invite à laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Merci. Et c'est la période où, finalement, je me suis lancée dans le milieu des chevaux. Ouais, ok. Ouais. D'accord, parce que moi, c'est comme ça que je t'ai connue en réalité. À l'époque où tu faisais du cheval, tu avais fait une démonstration à la Sens. Ouais, 2012, je crois ça. Donc, dans ce milieu de l'équitation éthologique, qui est sûrement un terme maintenant qui te fait hérisser les poils, mais oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On s'est habitué maintenant. C'est commun maintenant, c'est ça. Je mets toujours avec mes doigts, je fais toujours des guillemets où je réexplique si je suis avec des gens qui connaissent pas trop ça, pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. Mais oui. Ouais, exactement. Ok, d'accord. Et donc ça, c'est ce qui t'a attiré. Donc tu avais ce moment de se dire, tu sais quoi, fuck it, je vais faire ce que je dois faire dans le monde du cheval et j'ai mon conjoint c'était vraiment les 2 choses qui t'ont tiré en avant. Ouais. Complètement, c'est ça. C'est de me dire, ok, moi, c'est ça qui m'appelle. Je veux travailler avec des animaux. À cette époque-là, il s'avère que je venais de. Ça, je dirais que je t'ai pas tout bien expliqué parce que j'ai été expat en fait. Toute ma vie, ma jeune vie et jusqu'à le début de ma vie d'adulte. Et donc, je venais en fait de rentrer de 3 ans au Maroc, 3 ans au Maroc. Et c'est là-bas que j'ai appris à monter à cheval. Et c'est ça qui m'a vraiment, convaincue, on va dire, et vraiment donné envie de travailler dans ce milieu-là. Et alors, juste raconte-moi. Du coup, ça m'intéresse vachement. Ouais. Forcément. Donc, c'était tes parents qui étaient expats et donc tu as suivi, c'était toute la famille, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Okay. Et tu es née quand même en Suisse ou tu es Alors non, je suis née en France. Ok. Je suis née dans le 9-3, région parisienne. C'est pas vrai? Ok. Exactement, ouais. En fait, j'ai beaucoup bougé. Je faisais le compte il y a quelques semaines et donc j'ai 38 ans et j'ai eu 25 adresses différentes. Ok, d'accord. Donc, sachant que la dernière, ça fait 2 ans et j'espère qu'elle va pas bouger tout de suite. Ouais. Mais donc j'ai pas mal bougé. Le premier déménagement à l'étranger, on était dans le sud de la France. À ce moment-là, j'avais 6 ans. Je dis pas de bêtises, on est parti en Allemagne. C'est le premier mouvement, allégé. Je suis passée par la Suisse, puis par le Maroc. Ouais, d'accord, ok. Je suis retournée en Suisse, effectivement, donc quand j'avais 19 ans, pour faire des études en relations internationales. Tu l'as vécu comment, en tant qu'enfant, justement, de pas forcément avoir des racines très fortes, du coup, mais d'être comme ça, un peu à droite à gauche, avec des changements? Je pense que ça m'a énormément apporté sur plein de points, notamment en termes d'adaptabilité, en termes de curiosité, d'ouverture sur le monde, etc. C'est un peu banal de dire ça parce que toutes les personnes qui voyagent vont le dire, mais c'est une réalité. C'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est pouvoir rencontrer plein de gens, pouvoir découvrir des gens qui sont très différentes. Enfin, je pense au Maroc, évidemment, c'est extrêmement différent de la Suisse ou de l'Allemagne. Enfin, ça n'avait rien à voir. Donc, c'était extrêmement enrichissant. Sachant qu'à chaque fois, j'avais des âges différents aussi. Donc, j'en retiens des choses différentes. Ça, que ce soit au niveau des langues ou que ce soit au niveau des amis que j'ai pu faire, des souvenirs que j'ai pu y vivre, des choses comme ça. En parallèle, à l'âge adulte, maintenant, avec un peu de recul, je me rends compte aussi qu'il m'a manqué des choses, clairement. Quand je compare à des amis qui ont vécu 30 ans au même endroit et qui ont des amis de petits, et moi, c'est vrai que c'est une richesse qui, moi, me manque beaucoup. Justement, tu parlais à l'instant de racines, et c'est ça, vraiment, la naissance de mes enfants, ça a été le plus important pour moi, le déclic le plus important, ça a été de dire, il me faut un nid. Je veux un endroit, en fait, fixe pour pouvoir y revenir. Parce qu'en fait, toute ma vie, ça a toujours été, pendant les vacances, on va chez ma grand-mère, on va chez des amis, parce qu'on n'avait pas de nid à nous. Donc, on était à l'étranger, on n'était pas chez nous, forcément. À la maison, on était très bien accueillis, mais je veux dire, on n'était pas à nos racines. Et quand on revenait en France, on n'était pas chez nous, parce qu'on était invités chez des gens. Et voilà, ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a manqué, ce côté,
effectivement ce côté racine, les racines qui ont le temps de prendre. Ouais. Et aujourd'hui, je suis un peu psychorigide avec ça. Du coup, c'est vrai que dès que Ouais, j'étais ouais, enceinte ouais. de mon premier enfant, ça a été OK, il faut qu'on achète un endroit. Même moche, je m'en fiche, mais il me faut un endroit pour mettre mes affaires, pour avoir l'impression que où qu'on soit dans le monde, s'il se passe quoi que ce soit, bah voilà, j'ai un endroit à moi, j'ai un cocon. C'est marrant, hein, parce que je pense que c'est des choses qui sont vécues. Tu vois, l'expatriation, donc forcément, vu que nous, on est expatriés avec notre fille et qu'on voit beaucoup de familles d'expatriés, c'est tellement spécifique à chaque enfant. Oui, En fait, complètement. et ça, c'est difficile parce qu'en tant que parent, tu peux pas forcément le voir directement, en fait. Ouais, c'est vrai. Et c'est compliqué parce que j'ai vu des enfants qui étaient mais vraiment mais aucun souci, qui adorent Épanoui. et qui sont épanouis avec le fait de Mmh. changer, ils sont à l'aise, enfin, tu sais, des trucs de fou. Et puis, d'un autre côté, tu as certains enfants qui ont vraiment, vraiment du mal avec ça. Ouais, 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 Et de fait, bah, du coup, c'est pas juste, tu vois, envers les ouais, enfants, c'est bah, de vrai. leur imposer Mmh. cette vie-là. Donc, c'est très Mmh. compliqué, hein. C'est C'est très très compliqué. compliqué. Je pense que de toute façon, en tant que parent, tu imposes des choses. Ouais, Et moi, quand je parle avec certains amis qui justement me disent, mais t'as eu tellement de chance. Enfin, moi, en 30 ans, je veux dire, j'ai habité toute ma vie, je sais pas, moi, en France ou en Suisse ou bref. Et les seuls endroits où je suis allée, c'est une fois un week-end en Italie. Bah, ils sont hyper frustrés de ça, ouais, en fait. De se dire, bah, moi, j'ai jamais voyagé, j'ai jamais eu cette chance-là. Donc, je pense que de toute façon, il y a toujours une période où on n'est jamais content. ouais. Toujours, on se dit toujours que ça serait mieux autrement. Bon, soit. Et voilà. Et après, on fait au mieux. Je pense que l'important, c'est d'être présent. Moi, à ce niveau-là, je peux pas dire que j'étais abandonnée. Et d'ailleurs, sur le coup, en fait, chaque déménagement, bah, j'étais triste en fait de quitter mes amis précédents. Ouais, Mais je le vivais pas comme la fin de ma vie. Je me ouais, disais, ouais, bon, bah, ouais. on part à l'aventure, on va découvrir de nouvelles choses, ça va être chouette. C'est vraiment aujourd'hui, voilà, donc j'ai 38 ans, avec le recul où je me dis, c'est vrai qu'il y a des choses dont je me rends compte que, Ouais. voilà, ça Ça aurait a pu, eu un impact ouais, la vie complètement. aujourd'hui. Ouais. Ouais. Mais après, je pense que c'est intéressant aussi ce que tu dis, tu vois, sur quand on a un enfant, ce besoin à un moment donné de se caler quelque part. Alors, tout le monde ne Mm. l'a pas. Hein. C'est ça. Moi, j'ai des expats, des familles d'expats ici. Ah ben non, hein, on a un enfant en Côte d'Ivoire et c'est très bien comme ça. Et puis après, on part au Mali, il n'y a aucun souci, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que moi, Ouais, ouais. j'ai eu comme toi ce besoin-là. Et c'est d'ailleurs cette raison, enfin, une des raisons pour lesquelles on retourne habiter en Mhm. France pour justement avoir cet enracinement-là, Ouais, avoir un ouais. endroit Ouais, où on peut retourner. Parce que, ouais, ouais, sinon, ouais, ben, en fait, ouais, tu es tout complètement. le temps à voguer. Alors, si ça te va très bien, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut être un souci, quoi. Ouais, ouais, moi, c'est vrai que je ressens vraiment cette, comment dire? C'est pas une vraie crainte, hein, mais c'est vraiment ce truc de se dire: «Quoi qu'il se passe», il y a quand même beaucoup de pays, par exemple, où on peut habiter, mais on n'est pas sur terrain, ou alors on peut se Ouais, faire foutre dehors du jour au lendemain, ou enfin, ouais, c'est quand même fréquent. Et moi, je voyais autour de moi des familles, bah, qui devaient repartir, très rapidement. En une semaine, ils repartaient avec leurs containers et les bras. ouais, Et c'est vrai que, bah, c'est quand même plus confortable, c'est qu'en face, tu as 4 murs, quoi. ouais. Donc voilà, c'est un peu un luxe, hein, on est d'accord. Il y a dans le monde, il y a des familles qui doivent quitter tout ce qu'ils ont et ils ont absolument pas 4 murs qui les attend en face et ils ont même pas un pays qui parle leur langue, hein, donc clairement, Ouais, c'est un luxe qu'on peut avoir. Mais pour moi, c'était très important de ouais. me dire aussi, voilà, j'ai un nid à moi, j'ai un endroit à moi, je peux accueillir des gens ou je peux élever mes enfants et ça m'empêche pas de voyager à côté. Ouais, ouais, ouais. Et alors, du coup, si tu veux bien, on va revenir donc au moment où justement, voilà, tu es dans les chevaux. Et alors, comment ça se passe pour Ouais, toi? Ça y est, tu sors enfin la tête de l'eau, tu dis, allez, j'avance dans ma vie. Là, ça y est, tu reprends un peu, entre guillemets, du poil de la bête. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour toi? oui. Ah, c'est vraiment effectivement la première étape. C'est-à-dire qu'enfin, je réalise mon métier passion. Je fais ce que je veux faire. Ouais, Donc, toutes les personnes qui nous écoutent et qui travaillent avec les animaux vont sûrement savoir ce que je veux dire. C'est épuisant. Je me blesse tout le temps. ouais, Je suis crevée. Je m'occupe de 14 chevaux. Il faut faire les ouais, box. Il faut donner des cours. Il faut emmener mes élèves au concours. Il faut, enfin bref. Donc, c'est usant, clairement, mais je m'éclate. Vraiment, ouais, ça me ok. plaît beaucoup. Mais moi, le problème, c'est que très rarement ça se fait de moi-même, je veux dire. Et donc, Mhm. qu'est-ce qui se passe? Très rapidement, je veux aller plus loin, je veux me former plus. Les choses marchent bien, hein, dans ces années-là. Mhm. Déjà, par le nombre d'élèves que j'ai, je suis absolument ravie. La communication se passe assez bien. J'ai la chance en parallèle d'écrire pour Cheval Magazine pendant pratiquement 8 Oui. années. Donc, voilà, ça c'était aussi exceptionnel. C'était vraiment pareil, un rêve de gosse d'écrire. C'était génial, écrire sur les chevaux en plus, merveilleux. Comment ça Euh, s'est passé pour toi, par exemple, d'arriver à avoir des opportunités comme ça? Est-ce que c'est toi qui les déclenches ou est-ce que c'est juste, ben voilà, ça s'est passé? Ça, je trouve ça génial qu'on en parle parce que j'ai eu plein de messages ou de regards aigris ou de gens carrément odieux derrière mon dos d'ailleurs, tout ce qu'on a pu me raconter derrière. En fait, j'ai répondu à une petite annonce.
Mais C'est non. tout. Il y avait une petite annonce dans Cheval Magazine. Ils cherchaient des gens qui étaient enseignants Ok. d'équitation et qui voulaient, à la base, c'était pour tester du matériel. Et du coup, je leur ai Ok. écrit, je leur ai envoyé le lien vers mon blog. J'ai dit, Ok. voilà, j'ai tant de visites par mois, j'adore écrire. Je peux écrire sur- Moi, j'étais vraiment, envoyez-moi Ok. ce que vous voulez, hein. Moi, je Ouais, peux vous ouais, tester ouais. des étrivières, je peux vous tester du foin moi-même si vous voulez, ce que vous voulez, je fais tout. Donc voilà. Et en fait, aucune nouvelle. Bon, bah voilà, en Ok. même temps, alors j'étais vraiment dans le mode à l'époque, j'ai un peu changé, hein, tous ces sujets-là plus récemment, mais j'étais vraiment dans le mode, bah évidemment, je suis trop nulle, je Ouais. suis trop jeune, je n'ai rien à apporter, pourquoi ils m'auraient respecté? Bref. Peut-être 3 mois plus tard, quelque chose comme ça, je reçois un coup de fil de la rédactrice en chef adjointe qui me dit, bah écoutez, on a vu votre blog, on a essayé, et en fait, on aimerait vous proposer un essai, mais pas du tout pour essayer du matériel, sur, bah il me semble que dès le début, non, c'était sur la relation à cheval, je crois, relation homme-cheval. Ok. Donc elle me propose 2 sujets pour un hors-série. Horrible, hein. Enfin moi j'ai pas dormi une semaine. C'était des articles tout petits en fait. Après avec le recul, après je me rends compte que c'est des articles que j'écrivais en 1 heure et demie après. Mais Ouais. là voilà, chaque ligne je la relisais 10 fois. Je me rappelle, j'ai fait Ouais. relire à ma mère, j'envoyais à ma mère. Enfin c'était horrible. Je me disais mais Ouais. jamais, c'est la honte. Enfin bref. Les 2 articles sont acceptés sans correction. Les 2 articles sont publiés. J'ai de nouveau plus de nouvelles de deux pendant 1 mois ou 2 je crois. Et là, il Ouais. me contacte pour me dire est-ce que vous voulez prendre en charge la chronique mensuelle, donc équitation éthologique. Donc Magnifique. voilà, ouais. Donc c'est juste en fait, voilà, se dire, il y a une petite annonce, ça a aucun rapport, enfin ça a aucun rapport. C'est, il faut écrire pour un Mhm. magazine qui moi à l'époque me faisait complètement rêver. Bah Bah je leur ouais. écris et puis on verra bien quoi. Donc c'est juste ça. Donc il n'y a pas eu de piston, il n'y a pas eu de truc particulier, il n'y a pas eu d'histoire louche qu'on a essayé de me prêter derrière, pas du tout. J'ai juste répondu à une petite annonce que je dois avoir encore d'ailleurs parce que je l'avais gardée pendant longtemps sur mon bureau pour me montrer que Ouais. tout était possible. Mais je trouve que c'est vraiment une image mais magnifique sur la vie en général. En fait, Ouais, il faut oser, même si oui, on va avoir notre petite voix intérieure assassine qui va venir nous ouais, dire tout plein de choses pour dire oh non, ouais, on peut pas le faire, t'es pas capable, machin. mais Tais-toi, complètement. tu le Mm, fais, tu oses, complètement. et parce que finalement, ça t'a amené sur un truc mais complètement De différent. ouf. J'ai écrit Et cette chronique pendant des années. mais ouais, pendant 8 ans. Enfin, moi, je me Ouais, souviens ouais, que je lisais ces ouais, articles-là. J'étais là, ouais, waouh, Marie, enfin, elle écrit pour Cheval Magazine. ouais, C'est quand ouais, même le magazine principal dans le ouais, milieu complètement. Ouais. équestre. Donc, c'est Bah, un c'est le plus truc grand de ouf, magazine quoi. équestre d'Europe. Enfin, ouais, 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 c'était donc génial. En plus, oser. j'étais payée pour ça. Non, mais Waouh! à l'époque, c'était un bonheur. En plus, j'avais de l'argent, quoi. C'était incroyable. Donc, ouais, 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 ça a été une grosse, voilà, un gros jalon, on va dire, Ouais, de ma vie, quoi. Et comme ok. je te disais, à cette période-là aussi, bah, je veux en savoir de plus en plus. Effectivement, je suis très vite embêtée par le terme d'équitation dite éthologique. En Ouais. éthologie, il y a éthologie. Éthologie, c'est donc une science. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que c'est? Mhm. Tout le monde nous critique, tout le monde nous dit que une science, c'est pas de l'équitation, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait le point là-dessus? Eh bien, ni une ni deux, je suis repartie à l'université, que j'avais donc Ok. quitté quelques mois avant la fin de mes études, suite à l'événement malheureux dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Et donc là, je repars en fait, donc je fais plusieurs DU, parce qu'un DU, on a appelé un autre et un autre. Je n'avais jamais assez, et que je voulais comprendre et aller plus loin et remettre en question toujours tout ce qui se passait autour de Mhm. moi. Donc j'ai fait un DU en éthologie animale, donc animaux domestiques, de rente et sauvages, un DU en éthologie du cheval, et Ok. un DU en anthropozoologie. Donc, anthropozoologie, c'est les relations homme animal, avec une Ok. spé éthologie. Waouh. Donc ça, c'est 3 DU que j'ai fait entre 2000, je crois, fin 2014 et début 2016, quelque chose comme ça. Donc, ils se sont tous Ok. un petit peu chevauchés. Donc, je continuais à travailler. Donc, j'avais toujours des écuries, en fait. Et je travaille. En fait, j'ai eu des écuries que j'ai fermées à peu près à cette période-là. Et ensuite, j'ai été enseignante, hein, toujours dans la région Ok. genevoise, en Suisse. Puis, j'allais aussi Ouais. donner des stages un peu en France. Et donc, en parallèle, je suivais donc toujours au moins un diplôme universitaire en parallèle. Et donc, tu faisais ça par correspondance? Ah non, 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 fallait se Non. déplacer. Donc, Waouh. ouais. Donc, par exemple, celui en anthropozoologie qui était à Paris 13, bah, il fallait y aller 2 week-ends par mois, ouais, Ok. depuis Genève. Ok, mais ça Enfin, c'était restait vendredi faisable dans le sens, c'était pas genre Oui, toutes les semaines, tu as des non, non, blocs de... non, exactement. Ouais, Ok, exactement. Ouais, ouais. Et les autres DU avec Rennes, en fait, c'était des modules à chaque fois d'une semaine. ouais. Donc c'était tout à fait faisable. Voilà, je disais mon emploi du temps par rapport. Mais bon, quand même, balèze, parce que ça devait être bien, bien dur. Boulot à temps plein, des écuries. Ouais. Je veux dire, des écuries, Oui, c'est bah justement, les, H24. les, les écuries, les écuries, je les avais fermées, justement, Ouais, à peu près à ok. ce moment-là. Ça Mais, correspondait vraiment à la période où je me posais énormément de questions sur la gestion de l'écurie, sur tout ce que je voulais faire pour le bien-être. ouais, Les murs n'étaient pas à moi, donc moi je louais une partie d'une écurie. À d'accord. côté, j'avais
avait plein d'autres chevaux, plein d'autres propriétaires qui faisaient des choses avec lesquelles je n'étais pas forcément d'accord. Il y avait aussi une pression sur la gestion des animaux, parce que je ne pouvais pas faire tout à fait comme elle. Par exemple, moi, je voulais que mes 14 chevaux ils soient ensemble, en groupe. Donc, j'ai eu quand même droit à des appels de la SPA parce que j'avais un poulain sous pluie, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça a été un petit peu compliqué. J'ai aussi perdu un cheval dans cette vie-là, suite à la chute d'un arbre, donc aussi des souvenirs assez compliqués. Donc, tout ça, ça a précipité un peu le fait de dire, OK, moi, je vais juste travailler maintenant comme monitrice pendante, je vais juste me déplacer. Donc, ça a pris du temps parce que déjà, je voulais pas du tout me débarrasser de mes chevaux. Donc, j'ai eu de la chance parce que pour les 3/4 d'entre eux, leur cavalière principale ont voulu les racheter. Donc, ça, c'est des belles histoires qui ont continué. Mais pour certains autres, ça a pris plus de temps. Donc, il y en a certains pour lesquels j'ai payé des pions après pendant plus de 2 ans parce que je voulais pas les vendre sur un site internet, quoi. Pas possible. Moi, je voulais vraiment trouver la bonne personne, former le binôme parfait. Enfin, bref. D'accord. Donc, pour surtout pas avoir 5 francs de côté à la fin. Francs suisses, donc je ne parle pas en francs. Je ne touche pas 85 euros. Mais alors, donc, du coup, donc, tu avais une écurie, mais en fait, tu avais 14 chevaux, c'est énorme. Ouais, j'avais les miens, les chevaux d'école et j'avais quelques chevaux de propriétaires, en fait, de mes élèves qui les mettaient en pension chez moi. Waouh, ok. Donc, en parallèle de ça, parce que au début, quand j'ai démarré mon écurie, je continuais à me former, notamment à Aurora de la Sens, puis après, et aussi auprès de plein d'autres personnes, en fait, dans toute cette première période-là, au maximum, je bossais avec des horsemen américains, j'ai bossé un max de monde, j'allais voir vraiment beaucoup de choses. Donc j'étais en formation tout le temps. Je me suis formée aussi en spectacle équestre. J'ai aussi suivi 2 ans de formation là-dessus. Et ça, c'était toujours en bossant. Je me suis un peu cramée, clairement. J'étais vraiment épuisée. Donc, c'est là où j'ai décidé de fermer l'écurie. Et donc, d'avoir vraiment ce travail d'indépendance. Et donc, de reprendre des études aussi en parallèle. Donc on va déjà dire qu'il y a eu un peu 2 grosses étapes dans ma vie d'enseignante d'équitation. Ok. Et donc, tu dis, maintenant, on arrête l'écurie parce que c'est juste plus possible. Tu as d'autres envies, tu as envie d'apprendre. Donc, tu deviens monitrice indépendante. Tu fais tes DU. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe et comment tu deviens, puisque finalement, aujourd'hui, ton activité a changé et tu t'adresses à tous les animaux. Donc, est-ce que tu peux nous accompagner pour comprendre cette histoire-là? Oui. Ensuite, j'ai envie de dire, c'est la merde. Parce que plus j'apprends, plus c'est l'horreur, quoi. Plus je me dis, ok, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de posséder des animaux? Est-ce qu'on a le droit de leur imposer ce qu'on leur impose? Voilà, j'étais vraiment dans un moment de mal-être, de nouveau, extrêmement compliqué, entre ce que je faisais sur le terrain, où il me semblait que moi, j'avais toujours suivi des méthodes. Alors, aujourd'hui, on pourrait en parler 3 jours là-dessus. Aujourd'hui, on pourrait parler vraiment de tout ça, de toutes ces méthodes, qu'elles soient éthologiques ou ce qu'on veut. On sait qu'il y a un impact sur la cognition du cheval, il peut y avoir une altération du bien-être, etc. Plein d'indicateurs qui nous le prouvent. Mais à l'époque, en fait, je découvre un peu tout ça. Je mélange tout ça. En même temps, comme je te disais, dans les différents diplômes universitaires que je fais, il y en a un qui est sur le cheval, mais les autres, ils sont sur toutes les espèces. Donc là, je renoue un peu avec mes envies de gamine, de bosser avec plein d'espèces différentes. Mon cerveau, il implose un peu, une fois de plus. Et je me dis, OK, moi, le problème, c'est que je me rends compte que je veux plus que ça. Travailler uniquement avec les chevaux, ça me frustre. J'ai envie d'appliquer tout ça à d'autres espèces. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je vais perdre mes clients. Travailler avec plusieurs espèces, ça veut dire être pour quelqu'un qui n'est spécialisé dans aucune espèce. Donc, qu'est-ce que je fais, quoi? Et donc, vraiment, c'est très compliqué d'un point de vue personnel, parce qu'en général, toujours, tout est lié. Donc là, on est début 2015. Donc, je suis, là, je crois que je venais d'en terminer un DU et d'en recommencer un deuxième, il me semble. Et je tombe enceinte. Et je fais une fausse couche. Ma première grossesse se termine mal. Et là, on est vraiment, pour moi, à la fin d'un cycle. C'est-à-dire, comme je te disais, je me pose plein de questions sur mon activité. Le bébé que j'attendais ne viendra pas. Le pays dans lequel je suis, donc j'étais en Suisse à ce moment-là, il y a plein de choses qui me correspondent pas. Je me rends compte que je bosse beaucoup. J'ai jamais une thune d'avance. Jamais. Je peux pas partir en vacances. Je peux pas voyager comme je veux. On part en vacances avec mon mari, avec une carte de crédit. On rembourse pendant 2 ans derrière. Enfin, c'est pas vivable, quoi. Et donc, j'en suis vraiment à me dire, OK, là, j'en peux plus. Je vais pas continuer comme ça. Et j'avais quel âge? En 2015, j'avais 30 ans. J'allais avoir 31 ans. Et je me dis, mais je vais faire ça pendant les 30 ans qui viennent. Mais c'est pas possible. Et évidemment, cet événement personnel aussi, change tout. Et là, je me dis, soyons clairs. Là, moi, j'arrête. J'ai pas envie de continuer à vivre comme ça. J'ai pas envie de continuer à vivre là. Parce qu'en fait, de nouveau, je vois pas d'issue. Alors, j'ai pas les clés non plus à ce moment-là. C'est plus récent. J'ai pas non plus les clés pour me remettre en question moi, pour me rendre compte que c'est moi qui suis responsable de tout ça, que tout ça, c'est finalement le résultat des choix que j'ai faits.
et que je les regrette pas du tout, parce que ça m'a aussi apporté plein de choses. Mais voilà, je suis assez mal et je sais pas quoi faire. Alors, qu'est-ce que je fais quand je sais pas quoi faire à l'époque? Eh bien, je me barre. C'est quand même vachement courageux. Et donc, Courage! alors, certaines personnes trouvent ça très courageux. Bon, moi, avec le recul, je me dis, oui, c'était quand même un peu un moyen de jeter un drap, n'est-ce pas, sur mes problèmes et d'aller voir ailleurs. Mais je dis à ce moment-là à mon mari, je dis, écoute, je t'aime, là n'est pas la question, mais moi, il faut que je parte. Donc, je vais partir quelques mois, prendre l'air. Et là, il me dit, qu'il n'y a pas moyen, je viens avec toi. Magnifique. Donc, on se met d'accord sur ça. On rend notre appartement, on vend notre voiture, on vend un maximum d'affaires. Tout ce qui reste, on le colle dans un garde-meuble et on part en Afrique du Sud. Ok. Objectif là, continuer à me former sur d'autres espèces. Donc, j'avais déjà commencé à travailler un petit peu avec d'autres espèces dans les mois qui précédaient, mais il y a vraiment ce côté, ok, maintenant, je veux aller encore plus loin. Je veux avoir aussi, bon, ça, c'est quelque chose qui est vraiment un fil rouge dans ma vie, je veux aussi avoir une légitimité. Je suis la personne qui est toujours en train de faire au moins une formation depuis 30 ans. Et voilà, ça ne s'arrêtera pas, je crois. J'essaye de me raisonner, mais c'est très compliqué. Mais clairement, il y a cette envie de curiosité, d'apprendre, etc. Mais il y a aussi le fait de me sentir plus légitime. Et voilà. Donc, je travaille dessus. Donc, je pars en Afrique du Sud. Oui, parce que ça peut continuer longtemps comme ça. Oui, ça peut être très long, parce que je crois que je ne saurai jamais tout. Hein. Il faut quand même que je me rende compte. Donc il est peut-être temps de passer à autre chose. Mais bref, donc à l'époque, je me dis, ok, il faut que je rompe en fait avec ce cycle un peu infernal. Et donc là, on part en Afrique du Sud avec pour objectif donc, de faire une formation de 3 mois pour devenir guide de terrain. Donc en réserve, donc réserve avec les Big Five, représentatives de l'Afrique australe. Donc c'est une expérience évidemment exceptionnelle, clairement. 3 mois pendant lesquels on ne sait pas ce qu'on fait après. Parce que du coup, moi j'ai annoncé que je partais, quoi. Ouais, ok. T'avais besoin de cette cassure. Pouf. Ouais, exactement. Donc ça a été, extrêmement enrichissant aussi pour notre couple, parce qu'on se retrouve aussi plus qu'à 2, parce que jusque-là, mon conjoint, il avait un vrai métier. Parce que c'était vraiment l'image que j'en avais à l'époque. C'est-à-dire que lui, il était employé, il avait un salaire, il avait un salaire tous les mois, etc. Tandis que moi, pas du tout, c'était pas le cas. Et du coup, il avait un peu ce rôle, pour moi aussi, un peu de sauveur, qui commençait à me gonfler sérieusement. Je me disais, c'est pas juste, je travaille vachement, et finalement, je dépends toujours de quelqu'un d'autre. Et ça me convient pas du tout, quoi. Donc voilà, donc là, on repartait un peu tous les deux à zéro, parce qu'on est en Afrique du Sud, et tous les deux, on n'y a jamais foutu un pied. Donc voilà. Lui a suivi la formation également. Absolument. Oui. Il a dit, moi, je viens avec toi. Je ne sais pas pourquoi tu serais la seule à t'amuser. Hop, allons voir des éléphants. Donc voilà, on est allé voir des éléphants. Mais avec le recul, je me dis, c'est complètement con. Et en même temps, c'était le truc à faire. Et en même temps, des décisions comme ça. Parce qu'en fait, on a tout cramé. Toutes nos économies, on les a mises sur cette formation, que 3 mois de formation. Voilà. Et là, on se disait, quand on rentre, on n'a plus rien, quoi. On n'a plus d'appart. Trouver un appartement en Suisse, c'est pas évident. Moi, je suis pas suisse. J'ai pas le passeport suisse, donc je peux pas rentrer comme ça. Alors oui, on est mariés, donc voilà, mais je peux pas retravailler comme ça en claquant des doigts, un permis, etc. Enfin bref. Donc voilà, c'était vraiment un défi, on va dire, mais en même temps, c'est ce que je voulais faire. Donc, je crois que ça, c'est aussi un des fils rouges dans ma vie. Il y a beaucoup de fils, hein. Mais c'est de faire ce que je veux. C'est que fondamentalement, si je fais pas ce qui me tient aux tripes, on l'a vu, ça explose en fait. Ça explose, ça peut pas marcher, quoi. Il y a forcément un moment où ça va pas le faire. Vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à liker, partager et donner une note 5 étoiles sur une écoute. Merci. Finalement, c'est vrai pour tout le monde, en fait. Tout le monde est malheureux si on ne fait pas ce qu'on veut. Et peut-être que chez toi, il y a une sensibilité qui est quand même extrême à ça, que si jamais vraiment tu ne fais pas ce qui te prend par les tripes, à un moment donné, ça explose et ça peut exploser de manière assez dramatique, comme on l'a vu. Mais en réalité, c'est pareil pour tout le monde. Personne n'est heureux si on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, en fait. Mais j'en suis convaincue et c'est ce que je vois tous les jours autour de moi. Tout à l'heure, je te disais, on est parti aujourd'hui, on est parti en mer et notamment les nages avec des requins, c'était super beau. On est allé sur des motus isolés, déserts, sublimes, dans l'eau turquoise, parfait. Et j'entendais une dame qui était là avec 2 filles jeunes adultes, je dirais, et qui ne me parlait pas du tout, elle parlait à d'autres personnes, mais qui disait, nous, voilà, on travaille toute l'année pour ces 10 jours-là. Et en fait, j'en ai eu les larmes aux yeux. Mais vraiment, je me suis éloignée en me disant, je veux jamais que mes enfants entendent ça. Parce que je sais que c'est la majorité des gens. Et vraiment, si les personnes qui écoutent maintenant le vivent comme ça, mais faut absolument que vous changiez quelque chose. Parce que c'est trop triste, quoi. C'est-à-dire que 95% de votre vie, faites un truc qui vous fait chier pour que 5% de votre vie vous plaise. Mais peut-être que vous allez vous prendre un camion dans la tronche la veille du départ, quoi. Et donc, vos derniers mois, ils auront été à souffrir pour un hypothétique de 10 jours. 10 jours de bon. Fallait lui dire, Madame, j'ai un podcast. Si vous voulez, ça va vous inspirer peut-être. C'est clair. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment... moi, ça me rend extrêmement triste, en fait. Vraiment, ça me touche très fort. Et c'est quelque chose que je ne veux plus supporter pour moi.
et que par exemple, je veux absolument protéger mes enfants. Mais faites ce que vous voulez. Si vous voulez élever des chèvres, ou si vous voulez être trader, en fait, je m'en fiche. Mais ça me fasse vibrer, quoi. Faut que le matin, vous vous levez mais ça peut être n'importe quoi, être bibliothécaire, paysagiste, aventurier, je m'en fous. Pitié, faites des trucs pas dangereux, mais faites ce qui vous fait vibrer. C'est indispensable. Parce que ça peut s'arrêter à n'importe quoi. Enfin, l'air de rien, on en parlait tout à l'heure en rigolant, on s'école, mais donc je me suis fait piquer par une espèce de pseudo-méduse il y a 2 jours. Donc c'est pas une méduse, ça s'appelle une galère portugaise. Pour tous les auditeurs, il faut absolument aller voir. Je sais pas si tu as mis la photo. C'était peut-être en story. Je l'avais mise en story, mais je peux la mettre en valeur. C'est beau, mais c'est un truc, mais tellement beau. C'est très joli. Mais méfiez-vous des trucs beaux. Ouais. Et en fait, pas dans la vie en général, foncez vers les trucs beaux dans la vie en général, mais au niveau de la vie animale, en général, quand c'est beau et plein de couleurs, ça pue. Et donc ça, je sais pas si ça pue, mais en tout cas, en fait, pourquoi est-ce que je dis en rigolant, la vie peut s'arrêter n'importe quand, parce qu'il y a eu des cas de décès. Les gens qui ont été touchés par cette fiole et sont morts, qui ont des arrêts cardiaques. Moi, j'ai vraiment cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Donc vraiment, c'est... Alors, je me suis pas du tout dit que j'allais mourir. Hein. Clairement pas, j'en étais pas là. Mais je veux dire, ça, voilà, c'est un truc tout bête. On est juste dans l'eau, on s'y attend pas du tout, on la voit pas arriver. Voilà. Donc des fois, les gens me disent que c'est une vision un peu défaitiste, en fait, de se dire qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Je comprends. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Je suis pas en panique à chaque fois que je traverse la rue. Mais par contre, je veux pouvoir me dire, oui, il y a des jours, évidemment, il y a des jours où vraiment, je me dis que j'aurais mieux fait de rester au lit. Hein. Mais j'ai envie de me dire que la majorité du temps, je m'éclate. Tu profites, ouais, c'est ça. Mais en fait, ça dépend de comment, de où tu te places quand tu dis ça. Parce que si tu dis, on peut mourir à chaque instant et que tu es dans la peur, tu vas rester dans la peur et tu vas dire, mais c'est horrible, il faut que j'ai encore plus de sécurité, tu vois. Parce que c'est clair. Oui, c'est vrai. Et t'es là, mais non. Mais en fait, il faut justement le voir de l'autre côté. C'est tout peut arriver. Donc, si tu pars en disant, mais je vais vraiment kiffer cette vie et me respecter moi et respecter mes envies. Donc finalement, tu vois, on dit la même chose, mais on le regarde de notre angle. Et donc, tu es là, non, mais en fait, ça veut dire que vraiment, il faut que je profite. Quoi. Ouais, mais complètement. Et je pense qu'effectivement, tu vois, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire de dire que chacun aussi s'écoute et écoute ses envies. Moi, par exemple, j'ai un besoin de sécurité qui est super fort. Déjà de par mon tempérament et aussi, je pense, parce que le fait d'avoir beaucoup déménagé, d'avoir beaucoup bougé, j'ai vraiment ce besoin maintenant, comme je te disais tout à l'heure, d'avoir des piliers solides et des piliers qui sont purement matériels. Ça, il m'a fallu vraiment des années, on dirait pas, mais je suis en 3e année de thérapie, là, donc il y a du boulot derrière, mais pour me rendre compte que, en fait, c'était pas une tare. C'est comme ça, c'est moi, j'ai ce besoin-là. Et effectivement, maintenant que j'ai déjà mon chez-moi, c'est le premier vrai chez nous, donc c'est un appartement, hein, c'est pas une villa avec 10 hectares, mais voilà, c'est un appartement chez nous. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, j'adore, donc tout va très bien. Et qu'à côté de ça, j'ai un salaire tous les mois. C'est sûr que pour moi, c'était mes fondamentaux. C'était ma base. Quoi. Et mon premier salaire, c'était janvier 2021. Ok. Avant, je n'ai jamais eu un salaire. Et parce en que fait, c'était toujours une galère financière permanente. Ah ouais. Donc, il y a eu quand même un sacré bout de temps. Et alors, on va se replacer dans l'histoire. Oui. Donc là, on s'était arrêté Donc, ça y est, vous êtes aux éléphants en Afrique du Sud. C'est un de mes rêves d'aller en Afrique du Sud. J'ai pas mal d'amis là-bas. Donc, je veux aller voir justement tout ce qu'il y a de magnifique là-bas. Et qu'est-ce que vous faites après? Donc, vous avez dépensé... Donc, vous êtes mis en danger. On n'a plus rien. Entre guillemets, vous n'avez plus rien. Comment ça se passe pour vous? Eh bien là, parce que je suis partie vraiment, expression de ma grand-mère, la fleur au fusil. Hein, donc je sais absolument pas ce que je fais, voilà. Et donc en fait, au bout de 3 mois, on réalise qu'on peut pas rester plus longtemps. On n'a pas le droit pour raison de visa, et qu'en fait, il fut un temps où on pouvait passer au Botswana ou au Mozambique et revenir en Afrique du Sud, mais là, c'est plus possible. En fait, t'es obligé de repasser par ton pays de passeport. T'es obligé de rentrer chez toi pendant au moins 3 mois. Donc là, moi, je pleure toutes les larmes de mon corps, parce que moi, j'avais prévu de rester bosser là-bas. Donc, j'avais déjà rencontré des gens avec des chevaux. Enfin, je pensais potentiellement recommencer en basant sur mes acquis. J'avais commencé à parler de l'éducation des chiens aussi. Enfin, bref. Et je me dis, ok, là, c'est la cata. Et donc, on rentre. Et là, puisque le destin est un petit comique, je tombe enceinte. Ok. Alors, c'était prévu, mais voilà. Alors, les premières semaines, évidemment, pleines d'hormones et de joie de vivre, je dis, c'est pas grave, on repart dès que possible, on regarde les petites annonces, il faut qu'on se casse. Mais bon, la réalité, c'est que plus la grossesse avance, et plus je me rappelle en fait la vie en réserve. Je dis c'est vrai, 2 heures de route, chaotante jusqu'au premier hôpital, tout ça. Est-ce que vraiment j'ai envie de vivre comme ça? Enfin voilà. Et donc on décide en fait de faire de la grossesse. Et c'est là en fait où le projet Animaux, donc mon entreprise actuelle, voit le jour. Je commence de plus en plus à réfléchir parce que moi, faire une grossesse en France c'est bien, mais faut quand même gagner un peu de sous. Donc là en fait, je monte une petite micro-entreprise en 2 heures sur internet, quoi. Et juste pour dire, je vais donner quelques stages pendant ma grossesse quand même, on partira après.
Ouais. Donc voilà comment ça se passe. Et en fait, je recommence à donner des stages. J'adore, je me régale. Les gens sont adorables. Je vais continuer à faire ça d'ailleurs après la naissance de mon fils, qui va m'accompagner en portage un peu partout. Voilà, j'ai bossé des chevaux. J'ai la longe, le bébé, j'ai des photos très Aïe, drôles. aïe, aïe. Donc, Ok. donc lui, il m'accompagnait partout. Entre deux cours, on faisait des pauses pour que je puisse l'allaiter. Enfin voilà, ça a été toute une aventure. Et donc, je me rends compte que j'adore ça. J'adore enseigner, j'adore Ok. transmettre. Ouais. L'accueil est toujours incroyable. Je me régale là-dedans. Je travaille donc avec des chiens, avec des chevaux. Je commence aussi à avoir des consultations pour les chats et tout ça. Et Ok. petit à petit, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai appris en Afrique? Ouais. Comment est-ce que je peux mélanger tout ça? Et donc, c'est là, en Ok. fait, que le projet d'Animaux voit le jour. Parce que, l'air de rien, j'ai plusieurs diplômes universitaires, j'ai quand même Mais une ouais. expérience de terrain, voilà, je voyage, je me forme avec plein de gens. Qu'est-ce que je peux faire de tout ça, quoi? Et donc, voilà comment ça démarre. Ok. Et alors, et donc ensuite, là, tu es à un point où voilà, ça démarre. Ça démarre. Ouais. Mais tu vois, c'est ça que je trouve magnifique, c'est que c'est souvent quand on part la fleur au fusil que la magie se passe, en fait. Ouais, complètement. Et que c'est quand on ne sait Complètement. pas. C'est quand on ne sait Ouais. pas et On qu'on sait n'a pas ce rien qu'on fait. prévu. Oui. C'est ça. Mais tu vois, si Bon, tu après, le le fait de savais, prévoir m'a quand même beaucoup aidé. oui, oui. Et Par la après, ça suite. dépend aussi des personnalités. Parce qu'il y a Oui. des personnalités qui ont vraiment besoin de prévoir, d'autres qui sont plus. Moi, je suis plus, we go with the flow et on verra Ouais, bien, tu ouais, vois. ouais. Donc, c'est vrai que ça dépend des personnalités. Mais souvent, il y a ce truc de se dire, en fait, tu te lances, tu vois. Mais c'est comme pour Cheval Magazine, tu vois. Ouais. Tu lances, tu fais un truc, tu plantes une graine. C'est même pas tu la plantes, c'est tu jettes une graine dans le vent. Et en fait, Ouais, puis on verra c'est bien. à Advienne que l'extérieur de pourra. toi. Et puis voilà, advienne que pourra. Puis à un Ouais, moment donné, il va se ouais. passer un truc. Alors, moi, j'ai toujours eu une grosse partie comme ça. Tu vois, c'est comme j'avais envie de faire du spectacle équestre. J'ai écrit à Ouais. Cheval Passion. J'ai dit, j'aimerais trop faire le cabaret. Ils m'ont dit, OK, venez. Ouais. Enfin, trop bien, quoi. Et Ouais. pareil, tout le monde était là, mais comment t'as fait pour être prise? J'ai écrit, en fait. Je veux dire, ils sont pas venus me chercher dans mon écurie, tu vois. Enfin, ils ont des demandes tout le temps. C'est sûr que si on provoque pas le truc, ils vont pas. Voilà. Après, j'étais pas le meilleur numéro et tout ça. J'ai tout à fait conscience du niveau que j'avais. Mais moi, ça m'a éclaté. J'avais super envie Ouais. de le faire. Ils m'ont dit, venez. J'y suis allée, c'était trop bien. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses comme ça où juste, c'est comme le fait de partir en Afrique du Sud. Il y a vraiment eu ce côté, j'en ai marre, j'ai envie. Et donc, je vais le faire. Ouais. Et je me pose pas la question pendant 1000 ans. Par contre, ce que m'ont apporté vraiment ces dernières années, on est en 2022, oui, c'est ça. Ces 2 dernières années, ça a été vraiment de structurer. C'est vraiment là, pour moi, où j'ai passé la vitesse supérieure. Ça a été de structurer mes envies, structurer un peu mes objectifs, avoir une idée des étapes que je voulais atteindre, visualiser ça de manière extrêmement précise et mettre en place des choses pour les autres. Donc ça a été, donc là, je te parlais d'Animaux, donc la naissance de mon fils, c'est 2017. Animaux, on a commencé à utiliser le nom en 2018, si je dis pas de bêtises. Et puis, donc entre 2018 et 2020, je fais un deuxième enfant, histoire de pas s'ennuyer trop longtemps. C'est très compliqué parce que moi, je suis déjà dans cette idée de vie où je veux du temps pour mes enfants. Ouais. Donc, je veux continuer à donner des stages, ça me plaît, j'adore aller voir mes élèves, j'adore partir voyager en plus avec mes enfants, c'est super cool. Mais en même temps, comment est-ce que je peux toucher plus de monde? Comment est-ce que je peux faire ça à distance? Et donc, l'envie vraiment, ça c'est courant 2019, l'envie de travailler en ligne augmente vraiment de plus en plus. Donc, je commence à me former toute seule, et parce que j'ai pas un sou, j'ai absolument pas la possibilité de déléguer ou de me former sérieusement. Donc là, c'est la fête des tutos. Tutos sur YouTube, tout ce que je peux voir dans tous les sens. C'était hyper dur comme période en fait, parce qu'il y avait vraiment, j'avais les 2 enfants qui étaient petits, ils ont un peu moins de 2 ans d'écart. Mon mari à ce moment-là, il travaillait pas, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est qu'après l'Afrique du Sud, du coup, on s'est retrouvé en Bretagne. Donc quand il a fallu repasser par nos pays à nous, comme je te disais, en Suisse, on n'avait plus rien. On pouvait pas partir là d'où on venait finalement. Ma famille étant originaire de Bretagne, c'est une région que j'adore. Je m'étais toujours dit que je ferais ma retraite là-bas. Finalement, j'ai pas attendu. Et donc, on est allé par là-bas. On a d'abord été logé par la famille, et puis ensuite, donc on a loué un appartement. L'appartement, il y avait une chambre. Si, on était tous les 4 là-dedans. Et en fait, moi, je travaillais peu, parce que j'avais les 2 enfants tout petits. Je voulais passer beaucoup de temps avec eux. Je voulais pas. Déjà, on pouvait pas se le permettre financièrement, mais même, j'avais pas spécialement envie d'avoir des gardes en plus, etc. Et mon mari, pendant ce temps-là, il rénovait notre appart pour nous permettre de vivre, parce qu'en fait, on n'avait pas de quoi payer des artisans pour nous aider à nous installer, quoi. Donc, c'est une période, en fait, où personne travaillait à temps complet. C'était hyper compliqué. Et donc, moi, je me suis mis vraiment une pression. Je me suis dit, il faut que je bosse en ligne, parce que je peux pas me déplacer toutes les semaines avec mes enfants dans les bras, c'est possible. Ça n'était pas très professionnel. Donc, quand on se déplaçait forcément à 4. Il fallait que mon mari gère mes enfants pendant que je donnais mes cours. Enfin voilà, c'était quand même une organisation un peu. Et donc voilà, donc du coup, il y a eu vraiment cette pression de dire il faut que ça fonctionne maintenant. Il faut que je trouve un moyen, je ne sais pas lequel, mais il faut que je trouve un moyen pour garder cette idée de travailler avec plusieurs espèces, toucher un maximum de monde,
transmettre des choses, contribuer, parce que c'est vraiment un de mes leitmotifs complets, hein, ça fait partie à 100% de ma vision, de ma raison d'être, contribuer à améliorer les relations entre l'humain et les espèces animales en général. Et donc voilà, comme je te dis, des heures et des heures de tutos, de prise de tête, de larmes, voilà. Et début janvier 2020, je lance donc ma première plateforme en ligne sur les espèces animales en général. Ok. Comment tu fais au niveau mindset, au niveau te dire, je dois avancer quand même dans ces moments qui sont si difficiles. Tu en as eu quand même plusieurs dans ta vie, des moments qui ont été difficiles, voire très difficiles. Qu'est-ce que tu te dis? Comment tu fais pour t'en sortir? Tu vois, s'il y a quelqu'un qui se trouve dans la même situation, peut-être qui écoute, qu'est-ce qui pour toi a marché? En fait, chaque période était très différente et du coup, je me suis pas dit les mêmes choses non plus. Parce que, tu vois, on va dire la première grosse crise, c'est donc vers 2006-2007, donc juste avant que je démarre dans le milieu du cheval. Là, l'idée, c'était de toute façon, le monde ne me convient pas et on me prouvait que si c'était possible et que j'avais le droit d'aller travailler avec des chevaux, donc quelque part, c'est ça qui m'a donné l'espoir, de me dire, ah ok, donc je peux le faire. En fait, j'ai pas besoin d'attendre l'aval des autres. Donc ça, je dirais qu'il n'y a pas eu vraiment un mindset particulier. J'ai un peu, je me suis juste dit, il faut que ça marche ça, parce qu'en fait, c'est ça ou rien. J'imagine pas ma vie autre. Et puis, le deuxième shift, ça a été, comme je te disais, vers 2015, donc, où là, je me suis dit, OK, il faut que je change aussi de manière d'enseigner, de manière de transmettre mon expertise. Il faut que je change de lieu de vie aussi. Enfin, voilà. Et là, en fait, pour moi, il y avait rien qui me retenait, quoi. J'avais pas d'enfant, j'étais pas, voilà, c'était juste, on va aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Je suis pas plus compliquée la vie que ça. Par contre, vers 2020, là, ça a été donc mon dernier gros shift, on va dire ça comme ça. Donc ça correspond, comme je te disais, au début de mon lancement en ligne d'animaux, ouais. Et là, en fait, on est dans une situation complètement différente. J'ai un bébé de 6 mois que j'allaite, je pense, à peu près 85 fois par jour. Mon deuxième fils, mon premier, du coup, il a 2 ans et demi. Il demande tout le temps de l'attention, c'est normal. Et là, on a le Covid qui s'invite à la maison. Donc ça, c'est quand même très, très amusant aussi. C'est vrai. Ouais. Et donc, il y a ce petit détail qu'on oublie maintenant. Ouais, exactement. Et donc là, ça a été une période où j'avais commencé à me lancer en ligne puisque c'est arrivé juste après. Mais là, c'est la panique parce qu'en fait, j'apprends que tous les stages que j'avais prévus à l'époque sur le premier semestre 2020, ils disparaissent. Mon chiffre d'affaires 2020, il saute. On arrive à zéro, complètement. Donc là, c'est une panique complète. Mais vraiment, c'est-à-dire que pour moi, là, je suis au bout de ma vie et vraiment, j'en suis à nouveau à avoir des idées vraiment noires et à dire, je peux pas m'occuper de mes enfants, je n'y arriverai pas, je suis pas assez forte pour eux. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Donc c'est très compliqué. En plus, j'en ai pas encore parlé de ça, mais j'ai des petits soucis de santé. J'ai une maladie d'Hashimoto, donc c'est une maladie auto-immune qui amène notamment des problèmes au niveau de la thyroïde, des grosses prises de poids, mais aussi des problèmes de sommeil, de fatigue, d'irrité, de peau, etc. Et à ce moment-là, ma thyroïde, elle va pas bien du tout. Bon, j'ai enchaîné 2 grossesses, 2 allaitements d'1 an. Enfin voilà, ça a beaucoup tiré dessus. Donc je suis vraiment dans un état aussi physique assez épuisant. Et en fait, là, on est à découvert, tous nos comptes en banque sont couverts. Pour la première fois de ma vie, ma banque m'appelle. J'ai toujours flirté avec la limite, hein. Mais là, vraiment, la pression commence à être sérieuse. Et donc là, vraiment, qu'est-ce qui m'a fait tenir? C'est de nouveau hyper banal, hein, c'est mes enfants. Me dire, attends, tu les as pas mis au monde pour ça, quoi. Enfin, tu vas pas te sauter par la fenêtre, va falloir trouver une solution. Et va falloir que tu la trouves rapidement parce que là, c'est la cata, quoi. Et je sais pas pourquoi, parce qu'on sait pas toujours tout, et je trouve que c'est bien. Un jour, donc j'étais vraiment, je me rappelle, j'allaitais mon fils et j'étais sur mon téléphone. Oui, il faut pas faire ça, hein, n'allaitez pas en étant sur votre téléphone. Mais bref, j'étais sur mon téléphone. Et je vois passer une publicité pour un programme de développement personnel. Donc, quelque chose que moi, pendant des années, c'est pas que je le méprisais, mais en gros, moi, j'étais pas du tout la cible. Enfin voilà, c'était pour les gens qui, les pauvres, avaient un métier pourri. Moi, finalement, je faisais déjà un métier que j'aimais. Donc, c'est pas du tout pour moi. Je veux dire, ces gens sont pas du tout épanouis, alors que moi, franchement, je m'éclate. Et en fait, je revois cette pub 3-4 fois. Merci les ciblages Facebook. Et je finis par cliquer. Et je me rappelle très bien parce que j'étais à découvert de, je sais pas, dans les 200 €. C'était pas un énorme découvert. Mais le programme coûtait dans les 1 000 €. Et en fait, j'ai vérifié en combinant mes différentes cartes de crédit, je pouvais sortir les 1 000 € à découvert. Waouh. Et je sais pas pourquoi. J'ai dit c'est ça ou rien en fait. Là, je me laisse la possibilité
je pense que je peux m'en sortir, mais je pense qu'il faut que je change dans ma manière de vivre. Parce que là, donc, comme je te dis, en plus, avec mes petits soucis de santé, j'avais pris beaucoup de poids, je me supportais plus dans le miroir, je supportais plus rien, j'étais persuadée d'être une mauvaise maman, j'étais persuadée d'être une mauvaise professionnelle, parce que je pouvais plus travailler, j'avais plus de terrain, j'avais plus rien. Donc, ok, j'avais commencé la formation en ligne, mais c'était vraiment les prémices, c'était les tout débuts. Donc, c'était super dur. Enfin, je savais pas du tout où j'allais, j'étais toute seule dans cette galère-là. Puis moi, c'est tout mon domaine, hein. Créer une formation en ligne à la base, c'est quand même, voilà, il y a tout l'aspect purement matériel, créer le site, créer la plateforme, parce que créer le cours, ça c'est pas un problème, je le faisais depuis des années, mais là on passait sur un peu une autre échelle et j'avais personne pour bosser avec moi sur. Et donc voilà, et donc en fait j'ai suivi ce premier programme de dev perso et je me suis promis en fait de suivre ligne par ligne, et j'ai ouvert un carnet, mais ce carnet là sur ce suivi là où j'ai dit ok, je m'engage en fait à faire tout ce qu'on me demande de faire, à ne pas remettre en question, à pas me dire que c'est ridicule, à pas me dire que ça sert à rien, à surtout jamais me dire que je sais déjà. Et les choses ont commencé à changer fortement. D'accord, donc c'est grâce à ce programme que mentalement tu changes des choses, et ça s'est ressenti du coup sur Animaux, parce que comment ça s'est passé? Donc là on est quand même dans une situation super dramatique. Tendue. Et tu fais cette formation de dev perso. Du coup, au niveau quoi? Au niveau santé, mindset, tu remontes, et Animaux a fait la même chose? Ouais, exactement. En fait, je me rends compte que tout est possible. C'est-à-dire que je le savais en théorie, mais pour moi, c'était pour les autres. Et donc là, j'accepte beaucoup de choses. Il y a beaucoup de croyances limitantes qui explosent, que je n'avais même pas idée d'avoir. Par exemple, j'apprends que Animaux est un business et qu'en fait, c'est pas un gros mot. C'est pas vilain, que c'est pas un truc, tu vois. Pour moi, c'était imaginer que je pouvais gagner de l'argent avec le boulot, c'était pas bien. T'as un métier passion, si t'as un métier passion, tu gagnes pas d'argent. Si tu gagnes de l'argent, c'est que t'as un métier pourri. Parce que tu dois déjà dire merci parce que c'est ta passion, c'est ça? Exactement. Tu peux pas vouloir donc en plus, t'es content et voilà, et tu payes les intérêts à la banque sur ton découvert en permanence. Donc ça, pour moi, ça a été la première, de dire, vous avez le droit de faire ce qui vous plaît, vous avez le droit de kiffer, et vous avez le droit d'avoir un salaire. Et c'est ok, et c'est normal, et c'est respectable. Et je dis ça, mais tu vois, j'ai fait des énormes efforts, mais je suis encore pas très à l'aise avec ça. Je trouve encore dans le milieu animalier, quand tu dis que tu gagnes de l'argent, c'est encore ah ouais, donc tu utilises les animaux pour avoir un bon train de vie. Non, pas du tout. Mais après, les gens qui pensent ça, ça veut plus dire des choses sur eux que sur toi. Bien sûr. Parce que oui, non, mais attends, ça pique des fois. Ça pique, ouais, je comprends. Mais tu peux faire un métier passion, tu peux très bien gagner ta vie et vouloir. Mais attends, c'est quoi le problème de vouloir bien gagner sa vie et en plus avoir de l'impact positif sur les gens et sur les animaux? Mais en fait, c'est ça marrant, pour moi, ça a été une révélation. Ouais. Ok, écoute, génial. Génial. Il y a 2 ans, quoi. Ça a été. Et je me rappelle, en fait, je sais plus exactement comment était la phrase, mais en gros, c'était si vous gagnez pas d'argent, comment vous voulez aider autour d'eux? Mais oui. Et en fait, à partir de là, j'ai décidé que tous les bénéfices d'Animaux Community, donc la plateforme en ligne, a été reversés à des associations de protection animale. Donc tout de suite, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est pour ça que je veux des gens. C'est pour ça que je veux gagner de l'argent. C'est pas juste moi. C'est pour que ça bénéficie à ce qui est moi et ma mission et ma raison d'être, c'est-à-dire de travailler sur les relations hommes-animales dans leur ensemble. Hein. Mais et ça m'a tellement parlé. Et ça a tout changé, en fait. Et donc, il y a vraiment eu ce côté de dire, tout est possible, je suis responsable de ce qui m'arrive, clairement. Et si je me bouge, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. J'ai le droit d'avoir un business qui fonctionne, j'ai le droit de gagner de l'argent. C'est pas grave, c'est pas un problème, c'est possible, ça peut marcher. Et surtout, je crois que la troisième grosse révélation, de guillemets, ça a été, il va falloir faire des efforts. J'avais toujours fait des efforts. Je veux pas dire que les choses sont tombées comme ça. Mais là, c'était de dire, OK, tu vas pouvoir te fixer tes objectifs et tu vas pouvoir ramer, mais au moins, tu sais vers quoi tu rames. Et je crois que ça, c'est souvent quelque chose qui me saute aux yeux quand je discute avec, que ce soit avec mes élèves ou avec des amis ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce côté de, mais oui, mais j'ai essayé, mais c'était pas pour moi. Non, mais t'as essayé 3 jours. Essayer, c'est pas ça. Essayer, c'est galérer. Essayer, c'est pas s'arrêter. Mais essayer, c'est savoir qu'en face, c'est ta priorité, c'est ton objectif. Et donc, tu vas continuer. Donc, tu vas pas te poser la question. Ça me fait penser à un truc, anecdote. On l'a évoqué tout à l'heure, j'ai donc commencé l'apnée. Donc, l'apnée, c'est un sport qui m'attirait depuis petite, n'est-ce pas, pour devenir une sirène. Donc, je fais des liens. Exactement. Et donc, je démarre ça de manière sportive officiellement, on va dire, ici en Polynésie, donc le mois dernier. Donc, j'apprends que c'est un sport. Donc, il y a des gestes à connaître, il y a des choses à maîtriser. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. Et je découvre aussi qu'il y a des gens
qui, dès le premier cours, ils descendent à 20 mètres de profondeur. Ok. Puis il y a moi. Moi, à 3 mètres de profondeur, j'ai les oreilles qui explosent, quoi. J'ai super mal, j'arrive pas à compenser, je galère. Ok. Donc, il y a des gens qui vont valider le petit certificat que j'ai fait. Il y en a qui vont le valider en 2 jours. Moi, il m'a fallu 12. Ouais. Mais je m'en fous. Mais c'est pas ça le problème. Parce que j'aurais dû dire au bout du premier cours, j'ai mal aux oreilles à 3 mètres. Donc, de toute façon, je suis nulle. Donc, de toute façon, je fais pas. Mais non, j'adore ça. Ça me plaît. Maintenant, c'est un truc que j'ai envie de faire. Ok, il me faut 3 fois plus de temps que des gens super doués. Mais ces gens-là, ils vont peut-être même pas continuer, donc on s'en fout. Et de toute façon, me comparer, ça va rien m'apporter. Moi, ce qui me plaît, c'est d'être dans l'eau, de ressentir ces sensations-là. C'est l'effort physique, c'est la pression qu'il y a, c'est waouh, j'ai entendu des baleines en faisant de l'apnée la semaine dernière. Enfin, c'était énorme. Et j'aurais pas continué, je les aurais pas entendus parce que c'était pas là tous les jours. Donc souvent, c'est ça que je dis, c'est que moi, je me rappelle aussi quand j'étais ado et que j'ai commencé à monter à cheval. Donc moi, j'ai commencé à monter à cheval à 15 ans. C'est assez tard quand même. Il y a des gens qui sont plus petits. Et donc, je tombais tout, vraiment, c'était une galère, je passais ma vie par terre. Et donc, je me rappelle quelqu'un extrêmement méchant d'ailleurs, tu sais, genre comme les méchantes dans les films de filles, là, d'ados, d'adolescentes, lycéennes, là, qui m'avait dit, faudrait peut-être te rendre compte que c'est pas du tout fait pour toi. Vraiment, le cliché, quoi. Et donc, je me rappelle vraiment de sa tronche, et je me rappelle m'être dit, mais en fait, je m'en fous, parce que moi, ça me plaît, et c'est ça que j'ai envie de faire. Donc oui, peut-être que je suis pas douée pour ça, ok, mais je vais bosser. Et je vais m'améliorer. Et puis, du coup, tu vois, ça, tu penses que tu l'avais en toi depuis toujours, cette niaque de dire, même si quelque part, toutes mes circonstances sont contre moi, je vais quand même le faire parce que je kiffe. Je pense, ouais. Je pense qu'il y a eu des périodes de ma vie où je l'avais moins, parce que c'était plus difficile et parce que l'environnement en général me cassait encore plus ma confiance en moi. Mais je pense que j'ai toujours eu ce côté de dire, de toute façon, Enfin, après, c'est assez, j'allais dire pédant un peu de dire ça parce qu'il y a eu plein de moments où je me suis fait influencer par les autres. Mais en termes généraux, ce que vous pensez, je m'en fous. Parce qu'en fait, ma vie à moi, vous n'allez pas la vivre pour moi. Donc, je me rappelle aussi de discussions que quand j'avais 17 ans, un adulte, bref, une connaissance à mes parents, qui m'avait dit « Oui, mais tu dis ça parce que tu as 17 ans. » Et en fait, ça m'a vachement marqué parce que dans ma tête, je me suis dit « Non, mais gars, t'as pas compris. Pendant 50 ans, je vais être comme ça. Les 50 prochaines années, je vais continuer à gaver le monde. Et j'espère les 50 d'après aussi. » Et en fait, ça tombe bien parce que je continue à penser exactement les mêmes choses, quoi. Enfin, non, j'ai évolué sur plein de points. Mais je veux dire, je continue à pas être d'accord sur plein de choses, avoir des convictions, une manière de voir le monde qui est différente de plein de gens. Et c'est pas grave, en fait. Et je vais plus je vais plus me taire. Je vais pas non plus aller crier dans la rue. Mais j'ai plus besoin, on va dire, de m'inscrire dans un moule. Voilà. Ouais. T'es OK, tu es confortable avec l'idée que tu n'es pas là pour faire plaisir aux autres. Voilà. À des choses extérieures. Exactement. Ouais, complètement. Et maintenant, du c'est coup, très clair. Et ça, ces prises de conscience-là, c'est justement avec ce stage enfin pas ce stage, mais cette formation de développement perso, ou c'est quelque chose que tu as compris tout le long de ton parcours? Alors, je pense que le fait de devenir maman aussi fait énormément de déclics. Clairement. Déjà parce que tu apprends ce que c'est qu'avoir peur. Enfin, moi, en tout cas, ça a été radical. Je me rappelle, le premier sentiment, c'est évidemment cet amour inconditionnel. Mais le deuxième, c'est mon Dieu, il pourrait lui arriver quelque chose. C'est une peur que... Pourtant, je suis quelqu'un qui a peur de tout. Faut le savoir. Parce que ça, je ne l'ai pas dit encore. Mais moi, je suis quelqu'un d'hyper anxieux. C'est-à-dire que tout me fait très peur. Vraiment. Mais ça m'empêche pas d'y aller. Je vais paniquer pendant 3 jours. Moi, avant le podcast, là, j'étais pas bien. Je stresse. Je stresse vraiment pour tout, beaucoup. Même pour des trucs qui m'excitent vraiment, où je suis très contente de le faire, j'ai très peur. Donc là, en devenant maman, c'est autre chose, quoi. C'est une peur pour l'autre. Donc ça rend les choses vraiment différentes. Mais ça a été, je pense, vraiment un tournant dans ma vie, clairement. Et du coup, ça a coïncidé après, effectivement, avec ma découverte du développement personnel et de toutes ces remises en question. Et du coup, aujourd'hui, si on reprend le fil de l'histoire, voilà, tu as fait ton développement personnel, en tout cas cette formation-là, et Animo s'est d'autres après. Et Animo s'est développé. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu vis ta meilleure vie? Ouais, bien sûr. Oui, à fond. En fait, je me suis fait une remarque en m'endormant, parce que je pense tout le temps à m'endormir, peut-être partie de cette tribu-là. Je ressasse toujours plein de trucs, bref. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un des trucs pour moi qui était primordial dans ma vie, c'était de choisir mes contraintes. Ouais. Je sais pas, ça m'a
Je me suis dit, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, évidemment, on a des trucs qui nous arrivent qu'on n'a pas pris. Ça peut être des problématiques de maladie, ça peut être des problématiques avec nos proches, ça peut être des décès, ça peut être des choses dramatiques qu'on n'a pas prévues, qu'on n'a pas envie de vivre. Et après, c'est à nous de voir comment on y réagit. Parce que finalement, on n'a pas la main dessus, on n'a pas le contrôle dessus. Par contre, on a le contrôle sur nous-mêmes. Mais en dehors, évidemment, de ces épisodes-là, je me rends compte qu'aujourd'hui, je choisis mes contraintes. Par exemple, je décide d'avoir 3 entreprises. C'est hyper relou, hein, d'un point de vue gestion. Et je l'ai choisi, en fait. Et ça me va. Du coup, je le vis pas du tout je le vis pas comme un boulet, quoi. Par exemple, j'ai décidé de partir en Polynésie cette année. J'aurais pu attendre 3 ans de plus et on aurait certainement eu encore plus de sous et du coup, on aurait pu être, je sais pas, que dans des très beaux hôtels. Ouais. Et on est parti cette année et on a dû faire du camping. Mais en fait, ça me va. C'est pareil. J'ai choisi, entre guillemets, mes contraintes. Vous allez me dire, c'est une très jolie contrainte, Tracy. C'était juste pour donner un exemple. mais moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. C'est choisir mes contraintes au maximum. Ouais. OK. Et du coup, comment tu regardes aujourd'hui ton parcours, tu vois, avec justement là, ça y est, tu vis ta meilleure vie, tu as mis toutes les pièces de puzzle des choses vraiment qui étaient hyper importantes pour toi, tu les as mises, tu les as assemblées et du coup, quel sentiment tu as quand tu regardes ton parcours? Alors, ma psy dirait qu'il faut que j'ai de la fierté. Alors, j'en suis pas là. J'ai beaucoup de mal à voir ça comme ça. J'ai un espèce de sentiment de... Je veux savoir ce que toi, tu ressens. Oui. Pas ta psy, pas ce qu'elle veut savoir ta psy. On s'en fout de ta psy. J'ai un peu un sentiment d'achèvement, mais pas dans le sens c'est la fin de la route, mais dans le sens OK, ça y est, tous les jalons sont posés. J'ai encore envie de plein de choses, mais j'ai vraiment, tu vois, il y a 2 ans, quand j'ai commencé ce travail de développement personnel, donc on fait souvent des tableaux de rêve. Ouais. Et donc il était énorme. Franchement, je sais pas combien il y avait d'images dessus, mais peut-être une 30aine, quoi. Ouais. Et j'ai tout coché là, tout. Waouh. Mes objectifs en termes de revenus, les pays où je voulais aller, les choses que je voulais faire, j'ai tout coché. C'est un truc de dingue. Il me reste rien. En 2 ans. Ouais. Et en fait, maintenant, je me dis, ça c'est moi, comme d'habitude, au lieu de me dire, c'est génial, je me dis juste, mais c'est parce que t'as vu trop petit. Vas-y, on va refaire un autre tableau de rêve, et là, ça va te déchirer. Mais en fait, si je suis un peu objective, il était déjà fou, ce tableau de rêve, il y a 2 ans. Ouais. Dans la situation dans laquelle j'étais, où j'étais à découvert partout, où c'était l'horreur, où j'avais aucune vision d'avenir, et j'ai tout. Et donc j'ai ce sentiment un peu de plénitude presque, tu vois, de dire il y a encore plein de choses que j'ai envie de faire, il y a encore beaucoup de boulot devant moi, et mais je suis prête parce que je sais que maintenant que vraiment j'y crois, dur comme fer, tout est possible, vraiment. Et alors c'est quoi la suite, tes prochains rêves que tu vas réaliser? Écoute, tellement de choses. Alors déjà, j'ai des objectifs pour mon entreprise, ça c'est sûr. Donc des objectifs en termes de chiffre d'affaires, comme je disais tout à l'heure, parce que pour moi, ça symbolise aussi de l'aide autour de moi, de l'aide à des associations, etc. Je veux agrandir l'équipe. Là, pour le moment, je travaille qu'avec des freelances et je stresse beaucoup, mais comme je te dis, je stresse très vite pour tout. Mais j'aimerais pouvoir avoir une équipe maintenant que j'embauche vraiment, une équipe vraiment solide et associée à Animaux. Il y a l'ouverture aussi d'une 3e boîte. Et l'objectif, c'est donc toujours d'un point de vue professionnel, c'est de monter un centre de soins et de sauvegarde de la faune. Donc voilà, ça c'est c'est en fait l'objectif, j'allais dire final, non, parce que continuer à transmettre et à former, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur, que j'adore faire, et je vais continuer à justement m'entourer d'experts qui sont exceptionnels là-dedans pour former un maximum de monde, parce que former un maximum de monde, ça va permettre que eux, à leur tour, ils touchent aussi un maximum de monde, donc c'est merveilleux, donc il faut absolument continuer. Mais ce centre, c'est un peu une concrétisation, on va dire, de tout ça, quoi. De dire, ok, concrètement, voilà, encore, on peut aller sur le terrain. Donc ça, c'est d'un point de vue, on va dire, pro. Et d'un point de vue perso, écoute, un de mes rêves, c'est de faire un livre, de le sortir. Donc voilà, donc là, je suis en train de prendre sur moi pour oser passer à cette étape-là, on va dire. Génial. C'est pas évident. Mais voilà, c'est un peu ça. Et puis après, voilà, j'ai plein de petits rêves, on va dire, intermédiaires. Et là, j'essaye, ça a été notamment avec ma découverte de l'apnée cet été, mais c'est prendre du temps pour moi, en fait, du temps qui soit pas uniquement pour mes enfants ou pour le travail. Parce que le problème d'un métier passion, c'est que c'est tout le temps. C'est-à-dire que moi, comme je te disais, je vais me relever à minuit parce que j'ai pensé à un truc, je vais écrire à mon équipe à 2h du mat. Le matin, je me lève, je vais commencer par ça à 7h avant même d'avoir bu un verre d'eau. Enfin, voilà. Donc essayer, même si j'adore ça, moi, le concept de vacances, ça me passe vraiment au-dessus. Donc, j'ai aucun problème avec l'idée de travailler un peu tous les jours, ou régulièrement en tout cas. Mais voilà, essayer quand même de faire des choses juste pour moi, qui soient pas orientées boulot ou orientées enfant. Ok, super. Et si tu pouvais dire quelque chose
à Marie jeune, si tu pouvais lui dire un truc qu'elle aurait aimé entendre, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Il y a une part de moi qui a envie de lui dire continue comme ça parce que tu vas te manger plein de portes, mais ça vaudra le coup. Ouais. Et il y a une autre part qui dit oublie pas tes rêves trop longs parce que les rêves que tu as là maintenant à 7-8 ans, dans 30 ans, ça sera ta vie, quoi. Ouais. Donc lâche rien et lève la tête et regarde où tu vas. Ouais. Ok, magnifique. Elle est belle ton histoire, hein. Elle est magnifique. Hein. Il y a vraiment. Tu partais pas avec les cartes les plus fabuleuses dès le départ, et pourtant tu as créé ta vie de rêve. Et il y a eu des moments difficiles, quoi. Des sacrés obstacles. Il y en aura à sûrement surmonter, d'autres. Il y en aura sûrement d'autres. Ça fait partie du jeu. Je pense que je suis plus armée aujourd'hui pour les affronter. Ouais. Ok, écoute, je vais te poser la dernière question signature du podcast. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui écoutent le podcast et qui vivent pas là maintenant tout de suite leur meilleure vie et qui savent pas trop comment commencer? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, pour moi, déjà, c'est s'en rendre compte. Déjà, c'est faire face en fait à la situation et arrêter de se bercer d'illusions. Je repense à la dame de tout à l'heure en disant non mais ça va, j'ai fait 10 jours de vacances cette année, c'était super, j'ai pas à me plaindre. Parce que moi le j'ai pas à me plaindre, je l'ai dit pendant 30 ans et faut arrêter, quoi. C'est pas la question en fait. De nouveau, c'est ta vie, t'en as que oui, il y a sûrement pire ailleurs, mais ça veut pas dire pour autant que toi tu dois te flageller. Donc déjà, prendre en compte le fait que ça te convient pas à 100 et que donc ça mérite le coup d'être pris en compte, quoi. Ensuite, savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? Voilà, moi j'aime voyager et aller voir des animaux et former des gens autour de moi, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Je veux dire, on n'est pas tous obligés de voyager, on s'en fiche. Si vous faire vibrer, c'est de dire, moi j'ai envie de rester chez moi avec mes enfants, mais super. Donc, qu'est-ce qui est important pour, et surtout, à partir de là, on perd plus de temps. On y va, on accepte de se prendre des portes, on accepte de tomber. Enfin, je sais pas, moi je me tends. Franchement, je me plante régulièrement. Régulièrement, je me dis, mais j'aurais jamais dû faire ça, j'ai perdu trop de temps. Il va falloir que je m'excuse là parce que vraiment j'ai mal géré telle ou telle situation. Mais faut y aller. Mieux vaut fait que parfait. Ça, c'est tous les matins, faut se répéter ça. Donc, on perd pas de temps, on avance, on se gourre, c'est pas grave, c'est en se trompant qu'on apprend, hein. C'est comme quand on était petit, qu'on a appris à marcher. Si on n'était pas tombé, on n'aurait pas réussi. Et surtout, je pense vraiment ne pas attendre de validation extérieure. Ça, c'est... Faut pas attendre que les autres soient d'accord avec nous parce que sinon on n'avancera jamais. Entre leurs peurs, leurs croyances, leurs frustrations, les espoirs qu'ils projettent sur nous, vous êtes la seule personne à pouvoir parler pour. Magnifique. Écoute, ça, ce sera les très beaux mots de la fin. Alors écoute, Marie, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net pour te suivre et puis pour peut-être faire tes formations? Ouais, écoute, je suis particulièrement présente sur Instagram, je suis sur Facebook et je suis un petit peu présente sur YouTube et c'est en préparation. Je suis présente dans les mois qui viennent. Ouh. Suspense, ok. Donc, Animo, donc on te retrouve sur tous ces réseaux sous le nom de Animo. Ouais, A-N-I-M-H-O, c'est la contraction des animaux et des hommes. Magnifique. Ok, écoute, Marie, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ton histoire qui est magnifique, qui va inspirer, je suis sûre, beaucoup de monde. Donc, merci pour ton authenticité et ta générosité. Merci à toi. C'était un vrai plaisir de remuer tout ça et de faire un bilan sur toutes ces années. Ok. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous.